Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cette fois pour parler de revenus fonciers avec Aurélie et Laurent. Bonjour à tous les 2, merci d'être là. Bonjour. Bonjour tout le monde. On vous a préparé, une présentation assez technique, vous verrez, mais qui devrait être très claire, qui va vous donner plein de clés pour maîtriser les revenus fonciers, le déficit foncier et aussi la manière d'en parler à vos clients. Donc l'idée, hein, c'est aussi bien sur des compétences un peu dures et théoriques sur ces sujets-là, que des savoirs un peu plus commerciaux, type commerciaux, pour que ça soit vraiment utile pour vous. Ça sera assez dense et le sujet n'est pas simple, donc n'hésitez pas, si jamais ça va un peu vite ou si vous n'avez pas compris, à poser des questions dans le chat à mesure de la présentation. Et comme ça, ça vous permettra de revenir sur les points. Je laisserai Aurélie et Laurent se présenter lorsqu'ils vont prendre la parole. Et je vous dis juste un mot sur GridKey avant de passer la main à Aurélie qui va commencer sur la première partie de la présentation. Vous retrouvez sur GridKey une agrégation de 40 000 lots. On en a plus de 42 000 en ce moment, plus de 150 promoteurs. Donc, c'est une plateforme immobilière intelligente parce qu'elle regroupe tout ce stock, mais aussi elle le note avec un scan qui utilise 8 millions de données pour vous identifier les lots les plus intéressants pour vos clients avec 5 critères qui sont utilisés. Le potentiel de plus-value à la revente, la facilité de la revente, la sécurité locative, la rentabilité locative évidemment, et aussi l'attractivité du quartier, hein, tous les commerces de base et les transports. Voilà. Sans plus attendre, je laisse la main à Aurélie. Très bien, merci Mathieu, merci pour cette invitation. Très rapidement, je vous présente le cabinet Amarissimo avant de rentrer dans le sujet des revenus fonciers et notamment du déficit foncier. Amarissimo est un cabinet qui est dédié à l'expertise comptable et qui accompagne les investisseurs immobiliers. Aujourd'hui, on compte près de 15 000 clients, on a 23 000 logements pour lesquels on assure la gestion comptable et fiscale. C'est un petit peu plus de 60 collaborateurs au sein du cabinet Amaris et une croissance importante puisque nous accompagnons 500 nouveaux clients par mois. On intervient sur des thématiques qui vont être surtout la location meublée, transformation du nu en meublé, après éventuellement des dispositifs de défiscalisation type Pinel. La déclaration des revenus fonciers, c'est une offre réservée uniquement aux clients de nos partenaires et création de sociétés, accompagnement comptable des sociétés que nous allons donc créer. Voilà pour la présentation. Nos services, notre siège est à Guérande et nous accompagnons des clients sur tout le territoire et même au-delà, puisque nous avons beaucoup de clients aujourd'hui non résidents que nous accompagnons également. Alors, le sommaire sur cette présentation, moi je vais intervenir sur la partie des revenus locatifs, ce qu'on doit déclarer, ce qu'on peut déduire et ce qui n'est pas déductible. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait de ce résultat foncier et les conséquences du déficit foncier, pour ensuite passer la main à Laurent. Très rapidement en introduction, lorsqu'on fait de la location vide, eh bien, on a des revenus fonciers qu'on déclare dans une 2044. Et lorsqu'on a une location meublée, les revenus sont des revenus BIC. Il me semble important de rappeler ce sujet parce que bon nombre de vos clients investisseurs font parfois l'amalgame, et notamment sur la partie location meublée, qui vont être amenés à déclarer en revenus fonciers. Donc, il est important de préciser qu'il y a bien des cases distinctes pour ces catégories de revenus. Dès lors qu'on va générer des revenus, eh bien, ils vont être passibles de l'impôt sur le revenu. Ils vont venir se totaliser à l'ensemble des autres revenus pour former le revenu global, qui sera taxé en fonction de la tranche marginale d'impôt sur le revenu du foyer et avec des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 pour le taux actuel en vigueur. On précise que les revenus à déclarer sur l'activité de location vide, donc sur les revenus fonciers, ce sont les revenus encaissés sur l'année civile. Et les charges déductibles sont également les charges
payés sur l'année civile. Qu'est-ce qu'on entend par revenus encaissés? On va entendre évidemment les loyers, les accessoires, notamment des éventuels droits d'affichage, redevances, mais aussi droit au bail, pas de porte, et les loyers perçus par compensation ou des dépenses qui seraient éventuellement mis par convention à la charge des locataires. Toutefois, ne sont pas imposables les droits de jouissance d'un bien d'habitation car ils sont mis à une disposition gratuite. Ça me semblait assez important de le préciser parce que parfois, il nous arrive de rencontrer des propriétaires qui détiennent des biens, notamment par des SCI ou autres, et qui occupent leurs propres biens et qui se déclarent un loyer théorique pour la mise à disposition gratuite. Donc voilà, il y a un point d'alerte sur les déclarations des clients qu'on peut regarder et il y a des pistes évidemment d'économie d'impôt très simples puisqu'il suffit de rectifier les 3 dernières déclarations d'impôt et de stopper de suite ces déclarations. Lorsqu'on détient ses biens en indivision, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque indivisaire va être personnellement imposable sur la quote-part des revenus fonciers à hauteur, évidemment, de ses droits indivis. Ensuite, ils ont la possibilité d'opter sur soit pour le régime du micro, donc l'abattement forfaitaire à hauteur de 30%. Ça veut donc dire que les clients vont se faire, enfin les investisseurs vont se faire taxer sur 70% des revenus, sous réserve évidemment d'avoir des revenus locatifs cumulés inférieurs à 15 000 euros. Dès qu'on dépasse ces 15 000 euros, on est obligatoirement au régime réel, de facto, hein, ce n'est pas une option, ça s'impose de plein droit. En revanche, si on a des revenus inférieurs, on a évidemment la possibilité d'opter pour le régime réel dès les premiers euros de revenus locatifs à déclarer. Lorsqu'on opte pour cette option régime réel, elle est irrévocable pendant 3 années. Donc l'investisseur s'engage sur 3 ans à rester au régime réel. Au-delà de ces 3 ans, il pourra donc opter pour le microfoncier au moment de sa prochaine déclaration d'impôt. Quand tu dis 35% des investisseurs, c'est quoi ça? Alors aujourd'hui, on a un accès à la data, c'est-à-dire qu'on est en capacité de connaître précisément le nombre de déclarations qui sont réalisées et le montant qui en est déclaré. Et aujourd'hui, 35% de nos investisseurs déclarent au microfoncier sur leurs revenus locatifs de location meublée. Bon, le panier moyen est autour des 7 000 euros sur ces personnes-ci. Alors, je l'avais précisé parce qu'on a souvent tendance à dire que le microfoncier, c'est souvent l'option qui est retenue ou l'essentiel. Bon, c'est seulement 35% des investisseurs. Minoritaire. C'est ça. Alors, le régime réel, puisque c'est 65% de nos propriétaires, eh bien, le principe, c'est de pouvoir déduire de ces revenus locatifs des charges, les frais et les travaux qui sont donc acquittés sur l'année civile et les dépenses qui sont assumées par le propriétaire, dont l'objectif, c'est de conserver, d'acquérir, de construire, de réparer ou d'améliorer dès lors que le propriétaire envisage de maintenir des revenus locatifs. C'est vraiment le principe même. Évidemment, on n'ira pas réaliser des travaux, déduire des travaux sur un bien locatif qu'on aurait dans un objectif de le reprendre, puisque derrière, on mettrait un arrêt à cette intention de louer. Et dès lors qu'on ne souhaite plus louer, on ne peut plus déduire les revenus, enfin les charges après location. Quelles sont ces charges déductibles? Donc, elles sont édictées dans l'article 31 du Code général des impôts. Mais pour les rebalayer rapidement, on va pouvoir déduire déjà la taxe foncière, les frais d'entretien et de réparation, les primes d'assurance, les provisions de charges de copropriété qui sont à la charge du propriétaire, évidemment, et non les charges récupérables auprès du locataire, sauf si on n'a pas réussi à les récupérer auprès du locataire. Les dépenses d'amélioration, mais dans le cadre des locaux d'habitation, on va faire un petit focus sur ces frais d'entretien, de réparation et les travaux d'amélioration tout
à l'heure pour que ce soit bien clair. Les intérêts des dettes contractées en vue de l'acquisition, je pense que pour vous, en tant que professionnel, c'est évident qu'on déclare les intérêts, mais parfois sur les investisseurs, certains s'attendent à pouvoir déclarer la totalité de l'emprunt, alors qu'évidemment, comme c'est une constitution de capital, on ne va pas pouvoir déduire la totalité. Et puis, n'oublions pas les 20 € par local qui sont acceptés par l'administration fiscale pour les frais de gestion qu'on va pouvoir déduire. Ensuite, on pourra évidemment déduire tous les frais de rémunération, de tiers, donc les honoraires qui vont être versés à un cabinet d'avocats, un expert comptable, à une agence immobilière, les éventuels frais de procédure et puis la rémunération des concierges ou gardiens d'immeubles. Est-ce que par rapport aux prêts, on peut déduire aussi les frais de courtage et les frais de dossier de prêt? Les frais d'acquisition, les frais financiers sont déductibles, effectivement. Donc ces deux types de frais sont intégrables. Hein. C'est ça. C'est notamment tout l'intérêt dans un bien neuf, notamment je pense aux biens qui sont dont on a une acquisition en VFA, de pouvoir bien venir comptabiliser tous ces frais au moment, dès qu'on est passé chez le notaire, puisque ça va permettre de constituer un déficit qui pourra venir en déduction des prochains revenus locatifs. Donc, vos propriétaires ont tout intérêt, parfois, je pense que, c'est pas je pense, on le constate, certains d'entre eux, tant que le bien n'est pas livré, n'ont pas le réflexe d'aller porter les charges de dépenses en vue de l'acquisition, et il est important de les mentionner. Assurance de prêt aussi. Hein. Oui, l'assurance de prêt aussi. Les travaux déductibles. Donc, on va pouvoir venir déduire les travaux de réparation et d'entretien dans l'objectif de maintenir et de remettre en état afin de permettre un usage normal, conforme à sa destination, toutefois sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Ça, c'est des notions qui sont très importantes et c'est parfois des notions qui sont difficiles à appréhender dans le cadre de rénovation intégrale et notamment de travaux d'amélioration. Concernant les travaux d'amélioration, ils vont pouvoir être déductibles à partir du moment où on va chercher à apporter un élément de confort nouveau ou un équipement nouveau pour répondre au mieux aux conditions modernes de vie, sans toutefois venir modifier la structure de l'immeuble. Attention, les travaux d'amélioration sont en principe déductibles uniquement sur les locaux d'habitation. Tout ce qui sous-entend que les locaux commerciaux ne seraient pas éligibles à la déduction des travaux d'amélioration. C'est le principe de base. Toutefois, si ça permet, sur les locaux d'habitation, si on permet si la réalisation de travaux d'amélioration vont permettre de trouver un occupant, un preneur à bail plus rapidement, eh bien l'administration fiscale peut accepter effectivement une déduction. Donc, le principe même, en fait, c'est que les travaux d'amélioration, normalement, ne sont pas déductibles. Il y a une exception pour les travaux d'habitation et très rarement sur les locaux commerciaux et les locaux professionnels. Quelques questions à nouveau sur les frais déductibles avant qu'on ait parlé des travaux. Olivier se demandait si les frais de notaire et les frais d'agence sont bien déductibles. Alors, les frais de notaire et d'agence ne sont pas, les frais d'acquisition ne sont pas déductibles. Ça, c'est une notion extrêmement importante. Alors, ça dépend sous quel point de vue on peut le voir. Ce n'est pas déductible en tant que frais et charges. En revanche, quand on investit dans le cadre d'un Pinel, ça rentre dans l'assiette qui va nous permettre de définir le coût d'acquisition et donc de permettre d'avoir une réduction d'impôt. Oui, non mais là, J'achète un Pinel 100 000. Pour pas mélanger, on ne parle pas de la réduction d'impôt, parce que sinon ça va, ils vont se perdre. Donc on parle vraiment des déductions sur le calcul de la base taxable des revenus locatifs. Oui. Et dans ce cadre-là, ni les frais de notaire, ni les frais d'agence ne peuvent être déduits. D'accord. Là, une autre question de Denis qui s'interroge sur la GLI. La garantie loyer impayé est une assurance qui est entièrement déductible. Exactement. Emmanuel nous demande si la taxe des ordures ménagères
est déductible. Elle est récupérée sur le locataire, celle-ci, c'est ça? Ouais, Pas. la taxe d'ordure ménagère est une charge récupérable auprès du locataire. Donc, en principe, elle n'est pas déductible, sauf à ce qu'on n'ait pas réussi à obtenir le remboursement. Mais il va falloir prouver à l'administration fiscale qu'on est tenté, en tout cas, de pouvoir récupérer cette charge. Donc dans la taxe foncière, il n'y a pas la taxe des ordures ménagères. Hein. Alors, ça va dépendre en plus des territoires. Mais quand on reçoit sa taxe foncière, on a deux libellés. Il y a taxe foncière et une taxe sur la collecte des ordures ménagères pour les territoires où elle n'est pas gérée indépendamment. Parce que de plus en plus de territoires aujourd'hui ont une gestion de collecte des déchets qui est gérée par l'intercommunauté, et pour lequel ils reçoivent une demande de redevance par ailleurs. D'accord, donc il faut faire attention, il faut arriver à faire le distinguo pour que ça ne soit pas inclus dans la taxe foncière, ce qu'on veut déduire. Hein. Bien sûr, mais c'est écrit et c'est très explicite. Hein. Donc, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a taxe foncière d'un côté et taxe d'ordure ménagère. Je le redis parce que je me suis un peu mal exprimé, je pense, mais donc la taxe foncière est déductible, mais dans cette taxe foncière, il ne faut pas inclure la part qui concerne la taxe sur les ordures ménagères, puisque cette partie de taxe, elle est récupérée sur vos locataires. C'est ça. Ok. Concernant les travaux d'amélioration, il y a un point d'alerte en tout cas qu'on va venir indiquer, c'est que ces travaux d'amélioration, d'entretien et de réparation sont déductibles toujours lorsqu'ils sont dissociables des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement. Ça veut donc dire que lorsqu'on détient un bien et qu'on est en vitesse de croisière et qu'on va venir finalement apporter quelques améliorations au quotidien ou venir réparer parce qu'on a eu des dégradations ou de l'usage, hein, tout simplement, et bien là, il n'y a pas de question. En revanche, quand on est en train de reconstruire un bien ou qu'on crée de la surface nouvelle, on est bien dans des travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction, attention, les travaux doivent être dissociables et si ce n'est pas le cas, eh bien, on ne peut pas les déduire. Et je vais vous donner un exemple qui est l'exemple le plus commun, c'est celui de la cuisine aménagée d'un logement neuf. Dans le cadre d'un logement neuf, dès lors que la cuisine aménagée n'est pas dissociable des travaux de construction, ça va être le cas dans une livraison d'un bien neuf, par exemple, avec un promoteur, on ne pourra pas déduire cette charge d'amélioration dans les revenus fonciers. Donc ça, c'est un point quand même très important. Et dans les travaux d'amélioration, d'entretien, de réparation, parfois la frontière, elle est quand même très mince sur ces parties, dans l'appréciation. Donc il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas que ces travaux soient requalifiés en travaux de construction, reconstruction et d'agrandissement qui, eux, ne sont jamais déductibles. Alors, des petites questions de précision sur ces points. Christine, sur la cuisine, s'interroge sur le fait que si la cuisine est mise en place par le propriétaire et indiquée dans le bail, est-ce que alors son montant est déductible? Alors, il faut regarder à partir de quand elle a été installée, cette cuisine, mais aujourd'hui, en tout cas, nous, on a eu un cas de remise en cause par l'administration fiscale sur une pose de cuisine qui était concomitante à la livraison du bien. D'accord. Et Elisabeth s'interroge sur les frais de garantie ou du prêt, caution ou hypothécaire. Les frais qui sont liés au financement sont déductibles. D'accord. Donc, tous les frais de garantie, quelle que soit la garantie, le type de garantie, sont déductibles. Deux exemples de travaux pour que vous puissiez vous projeter dans des travaux non déductibles, au-delà de la cuisine que j'ai évoquée sur un logement neuf. On va avoir les travaux qui seraient réalisés sur un local qui initialement ne serait pas affecté à l'habitation. Exemple, vous avez un local commercial pour lequel vous avez fait quelques travaux d'amélioration pour le rendre habitable, et d'en modifier en tout cas sa destination, ces travaux-là ne seraient pas déductibles. Autre exemple, des travaux effectués dans une maison d'habitation qui ont consisté à une réfection complète des sols, planchers,
plafond et en restructurant en interne l'aménagement de la maison par une augmentation de 4 à 6 pièces et ayant entraîné le remaniement des cloisons intérieures et le percement de certains nombres d'ouvertures extérieures, eh bien, on tout simplement amené à une requalification en logement neuf et donc impossibilité de déduire les travaux. Donc, ce sujet de travaux déductibles, non déductibles, quand on est sur des très gros travaux, il est important de se faire accompagner, voire même parfois de demander en amont un positionnement de l'administration fiscale pour savoir s'ils vont pouvoir être déductibles ou non, ou de se rapprocher d'un expert dont c'est le métier. Il y a une autre question, alors toujours sur la cuisine qui intéresse beaucoup, parce que c'est un sujet qui est présente souvent, hein, sur Véronique qui se demande si la cuisine est installée par le propriétaire le lendemain de la livraison, est-ce que c'est déductible? Je pense qu'il faut demander un positionnement auprès de l'administration fiscale pour être certain de la réponse aujourd'hui. Ouais. Annabelle demande si le changement de menuiserie et l'installation d'une nouvelle cuisine dans de l'ancien est déductible. Normalement, oui, puisque nous sommes dans des travaux d'amélioration. D'accord. Pour le changement de menuiserie, pour l'installation d'une nouvelle cuisine dans l'ancien, c'est des travaux d'amélioration, c'est des éléments de confort nouveaux. D'accord. Tout comme si on souhaite faire construire une piscine dans un bien destiné à l'habitation locative, on va pouvoir les déduire. Alors, je comprends pas parce que on vient de dire que là, par rapport à l'installation d'une cuisine, il fallait demander l'avis de l'administration. Et là, tu dis que si, c'est déductible. Sur le neuf. Sur le neuf, parce qu'on parlait, on parlait en plus de l'installation d'une cuisine le lendemain d'une livraison. D'accord. Donc, sur le neuf, on n'est pas sûr. Il faut demander à l'administration. Par contre, sur l'ancien, c'est déductible. C'est ça. Alors, en fiscalité, on n'est pas sur une science exacte. Hein. Donc, ça va être lié à l'interprétation. Donc, il est préférable, soit on accepte de prendre un risque, soit il est préférable de demander l'administration, le positionnement de l'administration fiscale. A priori, installation de cuisine dans l'ancien, oui c'est bon. Installation de cuisine dans le neuf, c'est pas sûr, faut demander. C'est ça. Ok, on vous enverra la présentation à tous, donc et vous aurez accès au replay pour avoir tout le détail, ne vous inquiétez pas. Et Patrick s'interroge sur si les charges déductibles dépassent les revenus fonciers, qu'est-ce qui se passe? On va vous répondre plus loin, Patrick, sur ce sujet. Alors, des frais ou des charges qui ne sont pas considérées comme déductibles, alors il pourrait en avoir une liste importante, mais j'en ai cité 3. Ces 3 cas qui sont fréquemment, qui questionnent fréquemment les investisseurs. Le premier, c'est le fonds de travaux Allure. Il n'est pas déductible. En tout cas, les travaux engagés via ce fonds seront déductibles l'année de la réalisation, mais le versement sur ce fonds de travaux, il n'est pas déductible. Deuxièmement, les impôts sur les revenus locatifs, ils ne sont pas déductibles non plus. Et donc, ce qu'on va être considéré comme des charges locatives, comme elles sont censées être récupérables auprès du locataire, elles ne peuvent pas en principe être déductibles. Le sort de ce résultat, notamment pour répondre à la question qui vient d'être citée, dès lors qu'on a accumulé loyer et déduit des charges et qu'on a un résultat positif, eh bien ce résultat va être taxé en fonction de la tranche marginale d'imposition du client et de ses prélèvements sociaux. En revanche, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est comment va se traiter ce résultat si les charges sont supérieures aux revenus imposables. Eh bien, dans ce cadre-là, on va générer ce qu'on appelle un déficit foncier. Avec la particularité de ce déficit foncier qui va pouvoir s'imputer sur le revenu global dans la limite de 10 700 € et même jusqu'à 15 300 € si on est dans des dispositifs Périsol ou COS. Ça veut donc dire que si j'ai fait des travaux d'amélioration pour une enveloppe de 20 000 €, que je n'ai pas perçu de revenus locatifs parce que ces travaux ont été initiés le temps de trouver un locataire et bien sur mon année, je n'avais pas de revenus locatifs à mettre en face. Ça veut donc dire que je vais créer un déficit foncier de 20 000 €. Dans ce déficit foncier, je vais pouvoir utiliser
je vais pouvoir déduire jusqu'à 10 700 € de cette enveloppe des 20 000 sur mon revenu global. Ça veut donc dire sur mes autres revenus. Par ailleurs, si j'avais par exemple 50 000 € de salaire déclaré, ça veut donc dire que cette année-ci, au niveau de ma déclaration d'impôt, je vais avoir une déclaration où je vais indiquer que j'ai 50 000 € de salaire et j'ai 10 700 € en moins de ce montant dans le cadre de la déclaration. Ce qui va donc permettre de venir diminuer le revenu imposable du contribuable et donc diminuer les impôts cette année-ci, l'année où on va imputer sur le revenu global. La fraction supérieure de cet exemple, donc les 9 300 € restants, eux, seront uniquement reportables sur les revenus fonciers, sur les prochains revenus fonciers, donc les prochains revenus locatifs des 10 années suivantes. Donc, je pourrais venir creuser dans ce stock de déficit. Si l'année suivante, j'ai par exemple eu 6 000 € de revenus, déclaré 2 000 € de charges, ça veut dire que naturellement, j'avais 4 000 € de résultats taxables. Mais comme j'ai un stock de déficit de 9 300 €, eh bien, je vais pouvoir aller chercher 4 000 € de déficit pour réduire à zéro mes revenus locatifs. Il y a Avenir qui se pose une question sur les revenus provenant de SCPI. C'est que ce sont considérés comme des revenus fonciers ou pas? Non, ce sont des revenus capitaux mobiliers. D'accord, qui ne rentrent pas dans ces revenus qui peuvent être sur lesquels on peut avoir des déductions. Alors, il faudrait... j'ai un petit doute quand on me pose la question parce que je pense qu'on a les deux cas de figure. Donc, dans le cadre de la présentation, j'ai du mal à prendre de la hauteur pour vous répondre. Je crois qu'on a les deux cas de figure. Alors, revenu foncier, nous dit Dimitri et Jennifer. Bon. Donc, a priori, ici, c'est bien du revenu foncier. Pour souligner ce que vient de dire Aurélie, parce que c'est un point pas forcément trivial. Donc, vous avez compris, le système de déficit foncier, hein, c'est ce qui reste si jamais vos charges déductibles dépassent vos revenus locatifs, vos revenus fonciers de l'année en cours. À ce moment-là, vous pouvez les déduire de vos revenus globaux. Et si ça dépasse, s'il reste encore du déficit foncier, parce que vous êtes limité à 10 700 € par exemple, ce que vous pouvez déduire l'année 1, les années suivantes, c'est pas sur le revenu global que ça va s'imputer, c'est sur uniquement les revenus fonciers. Alors ça, c'est un point important à comprendre, et ça, c'est pendant 10 ans. En revanche, pour compléter ce qu'on est en train de dire, si toutefois on aurait en fait la possibilité de déduire ces 20 000 €, enfin, de déduire dans la limite des 10 700 ce qu'on appelle le déficit foncier qui va impacter le revenu global, mais que par ailleurs, cette année-ci, je n'ai perçu que 5 000 € de salaire, eh bien, je vais pouvoir déduire le solde restant, donc les 5 700 restants, je vais pouvoir les imputer sur les autres revenus globaux des 6 années suivantes. Donc il y a deux distinctions. La première où on évoque, on va pouvoir imputer dans la limite des 10 700 parce qu'on avait les revenus suffisants. Dans la deuxième situation, on n'avait pas les revenus suffisants. Donc dans ce cadre-là, l'administration fiscale autorise à ce qu'on décale finalement l'impact sur le revenu global encore pendant 6 années. Dans les faits, ça arrive que très rarement. Point important concernant le déficit foncier, les intérêts d'emprunt ne peuvent en aucun cas constituer un déficit foncier. Et d'ailleurs, dans la déclaration des revenus qu'on a, la 2044 qu'on complète, les intérêts d'emprunt sont bien isolés de sorte à ce qu'on puisse les traiter différemment et ne pas l'intégrer sur le déficit foncier qui va impacter le revenu global. Dès lors qu'on a un déficit foncier qui a impacté le revenu global, uniquement celui qui nous a permis d'aller déduire dans la limite des 10 700, eh bien on est tenu à un engagement locatif jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit l'imputation.
Ça veut donc dire que cette condition, elle ne serait pas remplie si derrière on a une vacance de logement ou si on envisagerait de changer de la location vide vers la location meublée, puisqu'on aurait un traitement de revenus différent. En location meublée, on basculerait dans des catégories BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et donc on ne remplirait pas cette condition de location. Je précise qu'à partir du moment où le déficit foncier a impacté le revenu global, nous n'avons pas la possibilité en tant que propriétaire de s'en réserver la jouissance, même temporaire, puisqu'on ne remplirait pas cette condition d'engagement locatif. Toutefois, il existe évidemment des exceptions à cette remise en cause. Dans l'hypothèse où le contribuable ou son époux ou partenaire pacsé subirait une invalidité, un licenciement, un décès, une expropriation. Et depuis 2017, il n'y a pas de remise en cause non plus en cas de vente. Pour synthétiser rapidement, voilà la liste des travaux qui sont donc déductibles. En fonction des situations, vous voyez bien qu'au micro, on ne peut rien déduire. À partir du moment où on choisit l'abattement forfaitaire, eh bien, ça sous-entend que dans ces abattements de 30%, ça prend en charge les travaux. En revanche, au régime réel, on va pouvoir déduire les travaux d'amélioration sur les locaux d'habitation, déduire les charges de copropriété, déduire les travaux d'entretien et les réparations, déduire la taxe foncière et les assurances. En revanche, on ne pourra pas et déduire les intérêts d'emprunt. Je vois qu'il y a une petite erreur dans mon tableau. Il y a une coquille sur les intérêts d'emprunt. Oui. En revanche, on ne pourra pas déduire les charges locatives dites récupérables, sauf en principe, le fonds travaux Allure, les travaux de reconstruction, d'agrandissement et les frais de notaire. En synthèse, concernant les possibilités d'opter pour le régime réel, et en fonction des dispositifs fiscaux, puisque c'est une question qu'on peut être amené à se poser. Donc, à partir du moment où on n'a pas d'engagement fiscal, on va pouvoir opter au micro, au régime réel et profiter d'un déficit foncier dans la limite des 10 700, évidemment. Dans le cadre d'un dispositif Pinel, il faut savoir qu'on peut opter pour le régime du micro, même quand on a des revenus Pinel, ou opter pour le régime réel. Dans ce cadre, on peut aussi le cumuler à un déficit foncier. Dans le dispositif de Normandie, on va pouvoir opter pour le régime du micro, le régime réel, et là aussi profiter d'un déficit foncier dans la limite des 10 700. Dans le cadre du dispositif Malraux, on ne peut pas opter pour le régime du micro, on est impérativement au régime réel. Et normalement, donc, on ne profite pas du déficit foncier puisque dans le Malraux, en fait, les travaux permettent une réduction d'impôt. En revanche, si on renonçait à ces réductions d'impôt pour X ou Y raison, on pourrait bénéficier du déficit foncier. Dans les faits, je ne vois pas quel serait l'intérêt de renoncer à la réduction d'impôt. Concernant les monuments historiques, on ne peut pas opter pour le régime du micro non plus. On doit opter pour le régime réel. Et là, c'est l'exception à la règle puisque on est sans limitation concernant la déduction des travaux. Donc, notre déficit foncier est sans limitation sur la déduction du revenu global. Et enfin, dans le dispositif COS loué abordable, on ne peut pas opter pour le régime du micro. On pourra opter pour le régime, on doit opter pour le régime réel et le déficit foncier pourra quant à lui aller jusqu'à 15 300 €. Petite question avant qu'on passe la main à Laurent, d'Elisabeth sur l'engagement de location. Est-ce que s'il y a une mise à disposition gratuite à un enfant ou à quelqu'un de façon temporaire entre 2 locataires, ça fonctionne ou ça pose problème? Non, mise à disposition gratuite, on n'est pas dans une recherche de revenus locatifs, donc ça ne marche pas. Donc ça Remise en arrête cause du le dispositif, système, bien sûr. même si c'est temporaire? Mais oui, parce qu'on a rompu avec son engagement de louer. Alors Guillaume, nous pose une question, je suis pas sûr de bien comprendre, je te la lis quand même Aurélie, si jamais tu peux, voir, ou si Guillaume, vous pouvez repréciser. Il dit: «On parle bien de 3 ans après l'imputation du déficit de 10 700 € et non du report sur les revenus fonciers». Bien sûr, c'est dès lors que dès lors qu'on a réalisé un déficit foncier qui a impacté le revenu global, qu'on a cet engagement. Après, imaginons qu'on ait un stock de déficit de 100 000 € par exemple. Mmh.
Et donc, du coup, on est 20 ans ou 10 ans sans avoir de revenus taxables, puisqu'on utilise ce déficit, ce stock de déficit, eh bien, on peut rompre à tout moment son engagement de louer. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème, parce que l'engagement, il est lié au fait d'avoir un déficit foncier qui a impacté le revenu global. Donc, Guillaume, votre question était très claire. C'est moi qui n'avais pas compris ça. Et Christophe, une question liée sur, il y a un délai, est-ce qu'il y a un délai maximum après l'achat pour louer un meublé? Est-ce qu'il y a un délai maximum après l'achat pour louer en meublé? Dans un logement classique? J'imagine. Donc non, on Non, peut à en partir fait, du moment où on achète un logement, qu'on veut faire de la location meublée, on peut le faire à tout moment. donc là, OK. Eh ben, merci Aurélie, et on peut passer la main à Laurent pour, la suite de la présentation. Bonjour à tous. Alors je me présente, moi je suis Laurent Bourdon, je fais partie donc de la société Pure Invest qui est spécialisée dans la prescription immobilière. Je fais partie du groupe Valeur et Capital qui lui existe depuis 35 ans et qui est une structure qui évolue dans l'univers de la gestion de patrimoine puisque notamment immobilière, parce qu'on est à tous les niveaux de la chaîne, on fait de la promotion, de la distribution et de la gestion sur toute la France, bien évidemment. Voilà. Donc, on va parler un petit peu des déficits fonciers et de comment ça fonctionne et l'intérêt que ça peut avoir par rapport à certains clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité des revenus fonciers, c'est des choses qui se pilotent, entre guillemets, parce que ça se travaille sur du long terme. Pourquoi? Parce que des revenus fonciers, on va en avoir pendant un certain temps par rapport à nos investissements, et en plus parce qu'il y a une fiscalité qui est très importante sur les revenus fonciers d'un ordre général. Donc, c'est très important d'anticiper aussi l'évolution qu'on peut avoir par rapport à ces revenus fonciers. Le déficit foncier, lui, il est destiné bien évidemment à favoriser la rénovation d'immeubles. Alors, c'est de plus en plus vrai aujourd'hui avec toutes les notions d'écologie qu'on peut avoir et donc d'amélioration de l'habitat d'un ordre général. Et ça permet d'agir sur sa fiscalité aussi et ça permet d'agir sur ses revenus fonciers. Ça relève du droit commun, donc ça ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales. Il faut savoir que quand vous faites un investissement locatif, type Pinel par exemple, vous êtes dans une niche fiscale qui est limitée à 10 000 € de réduction d'impôt par an. Le déficit foncier ne rentre pas dans cette niche fiscale puisqu'on ne travaille pas directement sur l'impôt. L'avantage, c'est aussi que ça n'a pas du tout été touché ces dernières années, hein, donc ça, c'est parfait. Et donc, a priori, il n'y a pas de fin programmée pour ce type d'investissement. Quels sont les investisseurs ciblés? Bien évidemment, on va travailler sur de l'ancien avec travaux, hein, donc on va mettre des travaux dans de l'ancien, donc on va être plutôt dans des emplacements patrimoniaux, donc sur de la vieille pierre, et puis ça s'adresse aussi à des gens qui ont déjà du locatif, donc qui veulent avoir envie de travailler leur fiscalité par rapport à leurs revenus. Et puis, bien sûr, des investisseurs qui s'inscrivent dans le temps. On va voir pourquoi. Parce que un investissement d'ancien avec travaux qui va générer du déficit foncier sont des investissements immobiliers, donc plutôt de long terme, moyen-long terme. Donc, la nature des travaux, on en a un petit peu parlé, c'est les travaux de rénovation, de remise aux normes et d'amélioration et d'entretien, suivant l'article 31 du CGI. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, nous avons des clients, monsieur et madame Dupont, qui perçoivent 70 000 € de revenus annuels. Ils ont 2 appartements qui génèrent 18 000 € de loyer brut. Une fois qu'ils ont retiré les charges d'un ordre général, il leur reste un bénéfice foncier de 14 000 €. Ces 14 000 € vont directement rentrer dans leur revenu. Donc, ils vont passer dans leur impôt sur le revenu à hauteur de 4 200 € sur une TMI à 30. Mais en plus, va s'ajouter à ces revenus fonciers de la CSG à hauteur de 2 408 €. Et ça va générer une imposition de 6 608 €. En clair, j'ai perçu 18 000 € de loyer, j'ai eu des charges, je les ai payées, il me reste 14 000 €, mais ma fiscalité va m'en retirer 6 608 €. En clair, je vais avoir 7 400 € de revenus à la place de ces fameux 14 000 €.
Si on travaille sur justement ce bénéfice foncier, monsieur et madame Dupont, eux, ils se disent, bah voilà, on achète un appartement, donc on a un plateau, donc un foncier qui fait 100 000 euros, et dedans, il y a 80 000 euros de travaux qu'on va payer en 2022. En 2022, ils vont donc pouvoir déduire 24 700 euros des 80 000 euros de travaux qu'ils ont effectués, soit 14 000 euros de bénéfices fonciers. Donc, on vient gommer ce qu'on a vu tout à l'heure, les 14 000 euros qui restaient de bénéfices fonciers. Mais en plus, comme le disait Aurélie, on va pouvoir déduire de nos revenus globaux les fameux 10 700 euros. Ça va nous générer donc un revenu foncier de moins 10 700 euros. Ce qui veut dire que par rapport à ma fiscalité, je vais économiser 9 800 euros d'impôts. 6 600 euros que j'ai économisé, que je ne paye plus sur les bénéfices fonciers de l'année précédente, plus mes 3 120 euros liés au fait que je vais baisser mes revenus à hauteur de 10 700 euros. Un point important sur ce que vient de dire Laurent, c'est qu'il y a une globalisation, vous avez vu, des revenus fonciers et des déductions possibles. Là, il y a une nouvelle opération, mais la déduction qu'elle permet, via les travaux notamment, elle s'applique sur les autres revenus fonciers perçus par ce couple. Tout à fait. Alors, pour le précision, en fait, l'impôt se calcule revenu par revenu. Donc, alors mes revenus de salaire, effectivement, bon là, j'ai rien à calculer, mais ensuite, je vais calculer mes revenus fonciers, bénéfices, déficit, mes revenus BIC, mes BA. Et une fois que j'ai calculé chaque revenu indépendamment les uns des autres, je les rassemble et c'est ça qui va générer mon calcul d'impôt. Alors, pour une question de Karim, parce qu'il s'interroge sur les 24 700 euros que tu mets en avant. Les 24 700 euros, en fait, ce n'est pas un plafond en tant que tel. C'est pour gommer le revenu foncier, quel qu'il soit. Il était de 14 000. C'est pour ça que là, dans les revenus fonciers positifs, s'il avait été de 20 000, bah, ça aurait été 20 000. Donc là, 20 000 plus 10 700. Et une fois qu'on a gommé la totalité des revenus fonciers, si jamais il reste quelque chose, on peut à nouveau utiliser ce reliquat de charges déductibles qui n'aurait pas été consommé pour effacer la totalité des revenus fonciers pour l'imputer sur les revenus globaux, les revenus hors revenus fonciers, les revenus de salaire, etc. Donc c'est pour ça que, mais là on est limité à 10 700 euros. Donc, c'est tous les revenus fonciers plus 10 700 euros. C'est ça le plafond, je dirais, global annuel. C'est ça. Il y avait d'autres questions peut-être? Il y avait une question de Jean-Christophe, mais c'est plus sur ce qui se pressait sur la carence ou la vacance locative. Est-ce qu'elles peuvent être considérées comme une rupture de l'engagement locatif? C'était plus pour Aurélie, un rattrapage sur un point là-dessus. Donc non, en fait non. À partir du moment où, comme le disait Aurélie tout à l'heure, on est capable de prouver à l'administration fiscale qu'on a tout mis en œuvre pour effectivement trouver un locataire. Et on peut déduire avant la location du bien, à partir du moment où on a un engagement de mise en location. C'est ça. Donc en fait, quand on est, notamment quand on a un bien et on va faire des travaux dedans, naturellement, j'allais dire, tout ça fonctionne de la même façon. Alors, les impacts sur la fiscalité qui vous sont montrés ici, c'est parce qu'on peut appliquer 10 700 euros sur les revenus globaux. Vos revenus globaux, ils sont imposés sur votre taux de TMI plus CSG, CRDS avec 17,2%. Tous les prélèvements sociaux, c'est 17,2% pour tous les contribuables. C'est pas en fonction de revenus, ça. Donc, la TMI, elle change. On prend une hypothèse là, parce qu'on fait un exemple où c'est 30%, mais ça pourrait être 41%, ça pourrait être 11%, ça pourrait être 0, votre TMI. Et donc là, si c'était 30%, ça veut dire que 10 700 euros enlevés de vos revenus à une TMI de 30%, ça vous fait une économie de 3 210 euros. C'est ça. Et à 41, on serait à 4 000, je ne vais pas calculer, mais on serait aux alentours de 4 800. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a vu que monsieur et madame Dupont, ils avaient quand même dépensé 80 000 euros de travaux. Ils n'ont pas tout utilisé, ils ont utilisé les 24 700 qu'on a vu tout à l'heure. Il en reste donc 55 300. Et bien, ces travaux, on va pouvoir les utiliser pour gommer du bénéfice foncier et uniquement du bénéfice foncier pendant les 10 années suivantes. Dans notre exemple, sur l'année 2023,
la déclaration des revenus fonciers de monsieur et madame Dupont, en fait, elle va être à zéro. Pourquoi? Parce qu'on va avoir toujours nos 14 000 € de revenus fonciers, mais on a un stock de déficit de 55 300, donc on va venir piocher dedans pour mettre ces 14 000 € à zéro, et donc sur notre déclaration, on va déclarer à zéro. On va faire pareil l'année 2024, sauf qu'on aura moins de réserves, on aura plus de 41 300, pareil en 2025, et puis en 2026, on a toujours nos 14 000 € de bénéfices fonciers, mais on n'a plus que 13 300 de réserves. Donc, notre déclaration de revenus fonciers, elle va être de 700 €. Si on avait eu beaucoup plus, on aurait pu faire ça pendant 10 ans. C'est-à-dire que l'année de dépenses va être reportable pendant 10 ans. Ça va faire 11 ans de déduction au total. C'est ça. Et donc, je répète ce que j'avais dit tout à l'heure, on ne sait jamais. La première année, vous déduisez évidemment vos charges déductibles de votre bénéfice foncier pour essayer de l'annuler. Et s'il reste quelque chose, vous pouvez déduire ça de vos revenus autres que fonciers, vos revenus globaux, avec maximum 10 700 €. Les années suivantes, le reliquat, votre déficit foncier qui reste, vous pouvez le déduire uniquement de votre bénéfice foncier, pas de vos revenus globaux. Exactement. Et il n'y a pas de seuil, les 10 700, ils disparaissent puisque c'était juste pour la première année et juste pour ce qui peut s'appliquer sur vos revenus globaux. Tout à fait. En fait, les 10 700 s'appliquent l'année de la dépense. Si, mais au lieu d'avoir dépensé 80 000 € sur 2022, j'avais fait 40 000 2022, 40 000 2023, j'aurais eu 10 700 en 2022 et 10 700 en 2023. C'est vraiment l'année de la dépense qui génère ces fameux 10 700 de déduction. Alors Fabrice nous pose la question sur les 10 700 et si il y a plusieurs années de travaux. Il demande s'il y a un. C'est ce que je viens d'expliquer. En fait, tous les ans, alors à moins qu'on ait payé des travaux sur la première année, si on décide de payer 100% des travaux la première année, ce qui n'est pas très prudent, mais pourquoi pas, ça peut avoir un intérêt, on aura une seule fois 10 700 de déduit. Si on a 3 ans de travaux et qu'on paye au fur et à mesure des années en fait les travaux, chaque année on va pouvoir utiliser ces fameux 10 700. Et Olivier reprend un point effectivement qu'on a évoqué avec Aurélie, mais un peu rapidement tout à l'heure, le cas où on peut quand même reporter sur le revenu global pendant 6 ans. Tu veux réexpliquer enfin, oui, Laurent, peut-être. Aurélie, mais peut-être si tu voulais reprendre. Aurélie, ok. Tu nous entends, Aurélie? On t'entend pas. On t'entend pas, il faut que tu mettes ton micro. Et là, est-ce qu'on m'entend? Oui, ça y est. Bon, ok, c'est parce que je dois avoir le micro qui est sur le casque et j'ai eu des petits soucis de connexion. Désolée. J'entendais. Enfin, alors Marie. Donc Olivier s'interroge sur répéter la question. Le fait qu'on puisse quand même reporter le déficit sur les revenus globaux pendant 6 ans. Ce qu'on vient de dire, c'est pas sur les revenus globaux qu'on reporte. Sauf qu'il y a une exception à ça. Oui, effectivement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est dans l'hypothèse où finalement, comme on peut déduire jusqu'à 10 700 son revenu global, dans l'hypothèse où on n'aurait pas de revenu à 10 700, on aurait un revenu inférieur. Si j'ai 5 000 € par exemple de salaire, eh bien évidemment qu'il me reste encore 5 700 de déficit que j'aurais pu impacter. Mais je n'avais pas les déclarations de salaire en face. Dans ce cadre-là, je vais pouvoir exceptionnellement revenir reporter et réduire de nouveau l'année prochaine ce solde de 5 700. Si l'année qui suit, finalement, je n'ai 0 revenu, ça veut dire que je n'ai pas pu encore l'imputer. Dans ce cadre-là, ça va pouvoir se reporter comme ça pendant 6 ans jusqu'à l'absorption totale des 10 700 qui impactent le revenu global. C'est un petit peu compliqué, mais c'est hyper rare. Ça veut dire que oui, c'est un cas extrêmement rare. C'est un cas extrêmement rare parce qu'en règle générale, alors sauf pour les rentiers, des personnes qui ont des revenus locatifs et en location meublée, par exemple, qui ont un résultat proche de 0 ou très très faible en déclaration et qui souhaiteraient réinvestir, mais ce ne serait probablement pas du déficit foncier qui
qui serait peut-être pas forcément la meilleure situation dans l'investissement locatif ou le meilleur conseil. Bon, bref, tout ça, ça se discute, c'est du cas par cas en fait. Une question Mais sur les c'est rare. non-résidents, c'est même traitement ou il y a des différences? Bah, enfin, les non-résidents, ils vont pouvoir impacter que sur les revenus fonciers, puisqu'en fait, ils n'ont pas d'autres revenus en Faut que ça, France. ouais, faut que ça s'applique sur les revenus imposés en France. C'est ça. Ok, on a répondu aux questions. On peut avancer un petit peu. Avance. Donc, pour conclure, monsieur et madame Dupont, ils auront donc déduit 80 000 € de travaux sur leur revenu foncier, et ça va leur permettre, en 5 ans, de faire une économie d'impôt de 35 920 € dans une TMI à 30%. Ça aurait été un peu plus s'ils avaient été à 41 ou 45. Donc, on a vu les avantages, c'est que le montant des travaux est déductible fiscalement sans plafond. Contrairement, la contrainte de détention, c'est 3 ans, hein, parce que comme Aurélie nous l'a expliqué, c'est 3 ans après l'imputation du déficit. Il n'y a pas de plafond, puisque quand on est dans l'ancien avec travaux, en fait, on ne dépend pas d'une loi fiscale particulière comme la loi Pinel. Donc, on n'est pas assujetti à ce genre de choses, à moins d'être effectivement dans Paris, où là, on est un peu coincé par la loi Lure. Mais sinon, il n'y a pas de plafond spécifique. Donc là, effectivement, l'avantage, c'est aussi qu'on va être sur des situations géographiques qui sont plutôt situées en centre-ville, donc qui sont plutôt sympas. Les frais de notaire, eux, sont calculés uniquement sur le prix du foncier. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, il y a 2 façons d'investir dans l'ancien avec travaux. Quand on est sur des programmes, globalement, nous, au niveau du groupe, on va travailler que sur un système qui fait que les frais de notaire sont calculés uniquement sur le prix du foncier. Mais il y a aussi d'autres montages qui se font de moins en moins, mais où tout était pris en compte. Et on a bien évidemment possibilité de transformer en meublé au-delà des 3 premières années de location. Le processus d'acquisition, c'est simple. On commence par signer un compromis de vente chez un notaire. Ensuite, on finance le bien. Alors, ce qui est très, très important à mettre en avant quand on finance un bien comme ça, c'est qu'on voit qu'il y a 2 parties. Il y a une partie foncier, j'achète le bien, et il y a une partie travaux. Je fais les modifications. On ne peut pas avoir un seul prêt pour les 2. Il faut systématiquement avoir 2 prêts. Soit un prêt avec 2 lignes de prêt qui distinguent les 2, soit 2 prêts distincts. J'achète le foncier, je fais un prêt, je finance mes travaux et je fais un prêt à part. Ça, c'est très important. Ensuite, une fois qu'on a nos financements, on achète le foncier. On monte, j'allais dire, l'opération administrativement parlant, avec l'ASL, etc. On commence à payer les travaux, hein, puisqu'une fois qu'on est passé chez le notaire, on en devient propriétaire et on commence à lancer l'opération. Puis on finit au fur et à mesure du temps de payer les travaux. Ça dure, si c'est 1 an, c'est 1 an, si c'est 2 ans, 2 ans, 3 ans, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis après, on le met en location pendant au moins 3 ans. Donc là, on a vu, ce qui est important, c'est que toutes ces opérations, les opérations que l'on monte, elles sont systématiquement faites en pool avec un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans ce type d'opération. Parce que, alors pour plein de raisons, la principale, c'est que c'est le cabinet d'avocats qui peut déterminer quand on est sur de l'ancien avec travaux, donc de la réhabilitation, entre guillemets, la remise en état, de la nature des travaux. Et ça, l'administration fiscale est très, très, très regardante sur la nature des travaux. Comme le disait Aurélie tout à l'heure, il faut faire attention, la frontière est très mince entre les travaux d'amélioration et des travaux de reconstruction, par exemple. Donc, c'est important que ce soit le cabinet d'avocats qui garantisse les montages. Donc, l'acquisition du foncier sans intermédiaire, bien sûr. La création d'une association, ça, c'est vraiment chaque investisseur va faire partie d'une association qui va maîtriser, entre guillemets, l'ensemble de l'opération.
Bon, forfaitisation des travaux, bien évidemment, mise en place d'un compte séquestre, ça aussi c'est important. Ce type d'opération, elle est soumise à beaucoup de contrôles, entre guillemets, notamment par le cabinet d'avocats, qui lui va valider ou pas les sommes à débloquer. Et puis bien évidemment, les appels de fonds qui provoquent la défiscalisation, puisque je vous rappelle que c'est l'année de dépenses des travaux qui génère la fiscalité. Là, vous avez une description de toute la progression des choses à faire, hein, qui sont assez techniques, hein, vous avez vu, pour aller au bout. C'est évidemment dans le cadre d'une opération hyper bordée et maîtrisée, proposée par un acteur comme Purinvest, par exemple, sur ces opérations liées à un déficit foncier, à une réhabilitation d'un bien immobilier ancien. Donc ça vous permet d'avoir accès à tout ce bénéfice pour vos clients de la déduction des charges sur le revenu foncier, en étant sûr que tout est fait dans les normes, tout est bordé par des avocats et des juristes qui vont s'assurer qu'il y aura aucun souci pour bénéficier de cette possibilité-là. C'est ça. Donc on a trois fiscalités, enfin lois fiscales qui permettent de travailler sa fiscalité en plus du déficit foncier. Donc on va les regarder un petit peu ensemble pour savoir comment ça marche. La première, c'est la loi Malraux. Alors, est-ce que je peux te poser une question pour Oui. Patrick qui s'interroge sur ce que tu disais à propos de ce que tu entends par acquisition du foncier sans intermédiaire? Alors, sans intermédiaire, ça veut dire sans intervention comment dirais-je, d'agents IMO, parfois ces montages en fait, notamment quand on est tout seul, il y a beaucoup d'intervenants, un maître d'ouvrage, un maître alors non pas le maître d'œuvre parce que ça c'est vous, mais il y a beaucoup d'intervenants comme ça quand on est sur des opérations de ce type avec des montages au travers d'une ASL, d'un cabinet d'avocats, etc., etc. Tout ça, c'est déjà bouclé, entre guillemets, pas besoin de se transformer en promoteur immobilier, en chef de chantier, en maître d'œuvre, etc., etc. Alors, la loi Malraux. La loi Malraux, en fait, elle concerne la restauration d'immeubles, et il faut bien comprendre que c'est d'immeubles entiers, on ne peut pas avoir un appartement en Malraux, hein, c'est vraiment l'ensemble de l'immeuble qui va être en Malraux, alors qui a été modifié 2009 et 2017, mais c'est surtout des contraintes qui sont édictées par l'administration fiscale. Ça va permettre d'avoir un avantage fiscal qui va être plafonné à une déduction de travaux, enfin une réduction d'impôt calculée sur un montant maximum de 400 000 euros sur 4 ans, lui aussi maximum. On va voir comment ça fonctionne, j'ai un exemple chiffré. Donc, en synthèse, c'est une zone qui a été étendue par la loi de finances rectificative 2016. En fait, au fur et à mesure du temps, il y a des immeubles qui sont rentrés dans la loi Malraux parce qu'il y en a eu besoin, et puis le temps avance, donc il y a des modifications, des petites modifications qui se font, mais ça, c'est vraiment de l'administratif fiscal. Il faut que ce soit déclaré d'utilité publique, il faut que le permis de construire soit obtenu pour pouvoir monter ce type d'opération. On est sur des engagements de location qui, aujourd'hui, sont de 9 ans. On est sur un bien qui doit être mis en location dans un délai de 12 mois, mais ça, c'est classique si vous investissez sur une opération qui n'est la même obligation. Et vous ne pouvez pas louer à une personne du même foyer fiscal. Et bien évidemment, comme toutes les lois de défiscalisation qui agissent directement sur l'impôt, on ne peut pas démembrer. En clair, je ne peux pas dissocier la nue propriété, c'est-à-dire les murs, des revenus de l'opération. Il y a deux types de possibilités en termes de réduction, deux types de taux. Il y a un taux à 30% qui est le plus intéressant, qui va être déterminé par un certain nombre de critères. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça va être très très long. Et il y en a un autre qui est à 22%, qui concerne des zones qui sont un peu moins protégées, entre guillemets. Donc on a deux possibilités. Nous, on va surtout parler du 30% plutôt que du 22%. Pour information, donc toutes les opérations de loi Malraux, vous les trouverez sur GridKey et à chaque fois, on vous indique
le taux de réduction d'impôt, est-ce qu'il est de 30 ou de 22%? Donc, vous n'avez pas à vous creuser la tête sur ce sujet. Ça, c'est très important, de bien savoir sur quel taux on est. Alors, le mécanisme de la réduction, il fonctionne comme ça. En fait, je vais avoir donc, j'achète un foncier, on va partir sur 400 000 € de travaux, j'achète un foncier à 60 000 €, j'ai des frais de notaire, 3 500 €, très bien. Et je vais avoir mes 400 000 € de travaux. Ces 400 000 € de travaux, je vais pouvoir en utiliser 100 000 tous les ans. Je vais déclarer que j'ai fait 100 000 € de travaux sur une opération Malraux. Je vais donc avoir droit à une réduction d'impôt de 30 000 €. Clair, sur ma déclaration, j'aurai moins 30 000 €. Et ça pendant 4 ans. Tous les ans, je vais pouvoir déclarer que j'ai 100 000 € de travaux sur mon opération Malraux. Et donc, automatiquement, ça va me générer 30 000 € d'économie d'impôt maximum. Ça, c'est quand on est dans le cadre d'une opération dans une zone à 30. Si on était en 22, ce serait 22 000 €, bien évidemment. D'accord? Donc ça, c'est pendant 4 ans. Mais imaginons que sur une année, je dépasse mon imposition. Tout ce qui dépasse, je vais pouvoir le reporter sur les années suivantes, jusqu'à épuisement. Donc, clair, ma réduction d'impôt dépasse double ou triple même, imaginons, mon impôt sur le revenu, et ben l'année suivante, je vais pouvoir l'utiliser, puis s'il en reste encore l'année suivante, et s'il en reste encore l'année suivante. D'accord? C'est pour ça que c'est sur 4 ans. Reportable 3 ans. Utilisable l'année et reportable 3 ans. Et s'il en reste à la fin des 4 ans? Après, c'est perdu. C'est perdu. Alors, précision complémentaire, ça ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales. En clair, aujourd'hui, vous montez une opération pour réduire votre impôt, vous faites une Pinel, par exemple, vous êtes limité à 10 000 € de réduction d'impôt global. C'est ce qu'on appelle la niche fiscale. Ça va vite. Pourquoi? Parce que dans la niche fiscale rentre aussi ma femme de ménage, la garde de mes enfants, etc. Un certain nombre de choses qui font que finalement, ces 10 000 €, ils vont vite arriver. Et surtout, si je suis à 30 ou 40 000 € d'impôt, ces 10 000 €, si j'ai envie de travailler ma fiscalité, ils ne suffisent pas. Donc là, l'avantage, c'est qu'on ne rentre pas dans ce cadre-là. Comme je le disais, on ne peut pas démembrer. On peut rentrer une opération Malraux dans une SCI, mais uniquement si elle est soumise à l'impôt sur le revenu. Si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, ça ne fonctionne pas. Et bien évidemment, l'engagement reste le même pour l'ensemble des associés. Donc, location pendant 9 ans. Il n'y a pas d'avantage particulier au niveau des donations-successions et il n'y a pas de droit spécifique. On est sur du droit commun en ce qui concerne les plus-values immobilières. Ça n'impacte pas non plus l'IFI. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement? C'était un peu rapide peut-être. Il n'y a pas de questions pour le moment. Pas de questions, parfait. Le deuxième type d'opération d'anciens avec travaux, donc avec du déficit foncier à utiliser, c'est les monuments historiques. Alors, les monuments historiques, bien évidemment, il y a des conditions qui sont encore plus draconiennes, j'allais dire, que pour la Malraux, puisque soit on travaille sur un monument déclaré, classé monument historique, soit il est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux qui vont être faits doivent être validés et suivis par un architecte des bâtiments de France. Et la conservation du bien, pas d'obligation de location, hein, j'entends bien la conservation, doit se faire pendant 15 ans minimum. Quel est le principe? En fait, le principe, il est un peu différent. On ne va pas travailler sur son impôt, mais on va travailler sur ses revenus. En clair, j'achète un monument historique, je fais des travaux dedans. Ces travaux, je vais venir les déduire de mes revenus globaux. Donc là, on va générer forcément des économies d'impôt, mais non pas au travers d'une baisse d'impôt, mais au travers d'une non-imposition. On va voir chez un exemple chiffré, vous allez comprendre. Donc les avantages, c'est qu'on est sur des biens qui sont extrêmement protégés, on travaille sur des économies d'impôt très importantes. Alors je pense, et sans plafond, je pense notamment à des gens qui pourraient avoir des revenus exceptionnels. Il faut savoir que les monuments historiques sont extrêmement intéressants pour des gens. Imaginons que j'ai une société, que je la vende et que cette année, je vais avoir 500 000 € de revenus exceptionnels. Ils vont être forcément, ils vont rentrer dans mon impôt sur le revenu et donc je vais être extrêmement taxé. L'avantage du monument historique, c'est qu'on va pouvoir venir gommer tout ou partie de ces revenus exceptionnels. Parce
que je les aurai que cette année. Mais on verra dans le détail. Donc forcément, on est en déduction, donc on intéresse plus particulièrement les très grosses TMI. Et puis, on va travailler aussi sur l'économie de contribution sociale, puisque tout le foncier existant, on va pouvoir travailler dessus. Et on est, là encore, hors plafonnement des niches fiscales. Ça aussi, c'est très, très important. On n'est pas limité aux 10 700 €. Donc, on peut gommer, c'est ce que je disais. Le démembrement, il est possible, mais l'engagement de détention, c'est exactement la même. C'est toujours 15 ans pour le démembrement. Il peut rentrer dans une SCI toujours soumis à l'IR. Pour les donations et successions, il y a une possibilité d'exonération qui est extrêmement complexe à mettre en place, puisqu'il faut avoir l'accord du ministère de la Culture et des Finances, le respect d'un certain nombre de conventions. Donc c'est très très compliqué, mais ça existe. La fiscalité sur les plus-values, c'est du droit commun et ça n'impacte pas l'IFI en ce qui concerne l'opération. Alors, un exemple d'investissement. Imaginons que nous avons des investisseurs qui investissent à hauteur de 300 000 €. Ils achètent 100 000 € de foncier et ils vont faire 200 000 € de travaux qui vont être répartis sur 3 ans. Leur profil, c'est une tranche marginale d'imposition 45%, des revenus à 153 000, on a considéré une seule part fiscale, et donc un impôt annuel à 49 200. On va financer les travaux à hauteur de 200 000 € sur 15 ans à 2,10 de taux. Ça va faire quoi? La première année, on va appeler 40% des travaux, soit 80 000 €. Avec nos intérêts, etc., on va avoir donc un déficit foncier de 84 300 €. Ça, ces 84 300 €, je vais venir les déduire de mes 153 000 € de revenus. Donc, je ne déclare plus que 68 689 €. En clair, je vais faire une économie de 34 244 €. Pourquoi? Parce que d'une TMI à 45, je vais passer une TMI à 30, parce que je ne gagne plus, théoriquement, que 68 000 €. La deuxième année, on va appeler 30% des travaux. Même mécanisme. Les travaux sont décaissés. Avec les frais, je ne déclare plus à l'administration fiscale que 86 750 €. Donc, je fais une économie de 27 192 € dans une TMI 41. Et la troisième année, même mécanisme. À nouveau, 60 000 €. Je ne déclare que 85 843 €. J'ai 21 636 € d'économie d'impôt. Et donc, au global, sur ces 3 ans, j'aurais économisé 83 000, un peu plus de 83 000 € d'impôt. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement de l'AMH? Pas de questions. Pas de questions, c'est parfait. J'ai été clair. Le troisième type d'opération qui permet de travailler sur le déficit foncier, c'est une opération mixte, c'est ce qu'on appelle la Pinel optimisée au déficit foncier. Donc, on va à la fois travailler sur une réduction d'impôt et sur du déficit foncier. En fait, c'est, j'allais dire, la partie la plus avantageuse de la loi Pinel, puisqu'on va cumuler deux dispositifs, enfin un dispositif et du déficit foncier. La partie, bien évidemment, déficit foncier de ce type d'opération ne rentre pas dans la niche fiscale. Et on va pouvoir aussi travailler sur une défiscalisation immédiate au niveau du déficit foncier. Si dans le cadre de la loi Pinel, on a possibilité de dissocier en fait les dépenses de réhabilitation d'un bien, vous savez qu'on peut faire du Pinel dans un bien existant, mais si on peut dissocier les dépenses de réhabilitation ou de transformation, alors on peut bénéficier d'un déficit foncier. Parce que ces travaux-là, on ne va pas les comptabiliser dans sa réduction d'impôt Pinel, mais dans le cadre du régime des déficits fonciers. Alors, ça donne quoi comme type de calcul? Imaginons monsieur et madame Dupont toujours, qui sont dans une tranche marginale d'imposition et ils ont un bénéfice foncier de 30 000 €. S'ils font une opération Pinel simple, classique, ils vont investir 200 000 €. Leur défiscalisation, c'est quoi? C'est 36 000 € sur 9 ans, soit 2% par an, hein, comme, je vais dire, sans surprise, entre guillemets. Imaginons maintenant qu'ils montent une opération en Pinel optimisé au déficit foncier. On fait le même investissement, on investit 200 000 €,
Mais dans ces 200 000 euros, j'ai 170 000 euros d'investissement Pinel, foncier plus travaux éligibles, hein, bien sûr, et 30 000 euros de travaux que je peux dissocier, donc qui sont, eux, éligibles au déficit foncier. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant 9 ans, je vais pouvoir avoir toujours mes 2%, donc je vais faire une économie d'impôt de 30 600 euros. Sauf que mes 30 000 euros de déficit foncier, ils vont aussi impacter mes impôts. Si je les ramène à ma tranche marginale d'imposition, eh bien, je vais faire une économie de 16 950 euros d'impôts supplémentaires. Donc, si j'ajoute mon opération Pinel plus mon opération de déficit foncier dans la même opération, finalement, je vais pouvoir défiscaliser 47 550 euros, soit plus de 11 000 euros de plus qu'une Pinel classique pour le même investissement. Imaginons maintenant que monsieur et madame Dupont fassent toujours cette opération, mais n'aient pas de revenus fonciers. Pas de problème, cas numéro 1, montant d'investissement de 100 000 euros, on est toujours sur 2% par an pendant 9 ans, donc on est à 36 000 euros, pas de souci. Excuse-moi, mais tu indiquais 15,5 sur les prélèvements sociaux, c'est 17,2, non? Alors, en fait, il faut savoir que les prélèvements sociaux sur les bénéfices fonciers, il y a une partie qui est récupérable l'année suivante. Donc, c'est un peu, alors ça, mais Aurélie pourrait mieux en parler que moi, je pense, mais il y a une faible partie qui est récupérable l'année suivante de la déclaration sur ces mêmes revenus, ce qui fait qu'au global, on est aux alentours de 15,2% de réels payés de CSG CRDS sur plusieurs années. Donc, je disais cas numéro 2, on n'a pas donc de revenus fonciers, on investit toujours 200 000 euros, on a toujours l'opération foncière Pinel à 170 000 et une partie travaux éligible à 30 000 euros. Défiscalisation sur 9 ans, je suis toujours à 30 000 euros et en déficit foncier, je vais pouvoir là gagner 12 300 euros parce que je n'ai pas de CSG à gommer, bien évidemment. Au final, j'aurai quand même une défiscalisation qui sera à 42 900 euros, soit 6 900 euros de plus qu'une Pinel classique avec le même montant d'investissement. C'est très clair. Donc, en fait, on a des cas où investir sur une Pinel optimisée au déficit foncier plutôt qu'une Pinel classique, ça permet de faire davantage d'économies d'impôt. Tout à fait. Et donc, Pure Invest, notamment, en propose, évidemment. Exactement. C'est une de nos spécialités. Et c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur que les prix de Pinel. Donc, on trouve ça entre... Alors, de toute façon, oui, c'est à peu près la même chose. Il faut savoir quand même que l'ancien avec travaux, on le dit depuis le départ, c'est souvent centre-ville sur des biens, j'allais dire, très patrimoniaux. Il faut savoir qu'à partir du moment où on est sur un bien déjà très patrimonial, forcément, le foncier est cher. Si on est en plein centre-ville d'une ville cotée, le foncier de base, qu'il soit en bon état ou en mauvais état, de toute façon, il est cher. Donc, ça, faut pas se leurrer, entre guillemets. Un investissement de ce type, je pense notamment au MH et au Malraux, ce sont des opérations qui sont des opérations importantes parce qu'on va investir dans des centres-villes de villes cotées. Donc, à la base, on est sur un investissement qui est un petit peu plus élevé, forcément, qu'une Pinel classique. Pour le Pinel optimisé, on peut, là, effectivement, travailler sur des villes et des endroits qui sont un petit peu plus éloignés. Avner nous pose une question sur le calcul des plus-values, des taxes sur les plus-values à la revente. Donc, c'est même cas pour tous ces dispositifs. On prend le foncier plus les travaux. C'est ça. En prix initial. Est-ce que vous avez des questions pour boucler cette présentation sur les revenus fonciers et le déficit foncier? N'hésitez pas, on peut prendre une minute pour répondre à quelques questions finales, même si vous en avez posé beaucoup. Merci pendant la présentation. Alors, l'amortissement d'un bien meublé, nous demande Christophe, et l'intérêt d'une...
J'ai répondu à Christophe sur l'amortissement avec les méthodes les plus communes et même un lien pour qu'il ait le montant de l'amortissement. C'est plus haut, Christophe. Regardez dans le chat, Aurélie, vous avez répondu. Oui, ça a été très vite. C'est sûr. On a essayé de vous donner beaucoup d'informations en peu de temps. Alors, fiscalité des plus-values, ça, on demande Patrice. C'est des formules un peu compliquées qu'on va avoir du mal à vous détailler là, mais c'est les formules classiques, je dirais. Oui, ça s'applique à tout. Alors, pour Malraux, ne doit-on pas respecter un délai maxi pour décaisser les travaux à compter de la date du PC? Si, alors c'est plus que le PC, c'est la stabilité qui va compter, mais en général, ça va de pair. Si, on a une date limite, mais qui correspond en général. En fait, la durée des travaux correspond en général à cette limite sur des opérations de ce type. Merci Catherine. Oui, il y aura un replay pour tous. Vous aurez aussi la présentation. Ne vous inquiétez pas. Je vous propose de conclure. On a un peu dépassé. On visait midi, mais c'était dense. Et on aura l'occasion de reprendre ces sujets. Donc, pour continuer à ce que ça soit bien clair pour vous tous. Laurent, Aurélie, merci beaucoup pour vos interventions, c'était très clair. Merci à vous, j'espère en tout cas qu'on a été clair. C'était un peu rapide, effectivement. On a ces retours-là des participants. Merci à vous, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.